Bonjour et bienvenue pour cette restitution de l'exercice photo consacré à la réalisation d'une première prise de vue HDR, HDR pour High Dynamic Range, la photographie à grande gamme dynamique. On va voir que dans l'ensemble, vous avez plutôt bien réussi et je vous parlerai de la manière dont vous allez pouvoir optimiser le rendu de vos images. L'exercice de la semaine consistait donc à réaliser votre première prise de vue HDR, High Dynamic Range, une photographie avec une gamme dynamique étendue. On va commencer par une bêtise, la mienne, puis on va voir que l'HDR peut parfois laisser un petit goût de trop ou de pas assez, on y reviendra. Alors comme d'habitude, vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo le diaporama de vos images, les images qui ont été publiées dans le groupe Facebook sous l'annonce de la vidéo. J'ai repris toutes les photos des participants donc, qui ont été publiées en commentaire de l'annonce de la vidéo épinglée en haut du groupe Facebook. Alors si jamais j'ai oublié votre photo, ça n'est pas volontaire, essayez d'être indulgent avec moi, faites-moi signe, taguez-moi en commentaire de votre photo dans le groupe Facebook pour que je puisse retrouver la photo en question et je la publierai bien volontiers dans la story de la chaîne YouTube. Vous n'aurez pas tout perdu. On commence avec une bêtise, je vous avais dit que c'était la mienne. En l'occurrence, je vous ai indiqué dans l'énoncé de l'exercice la semaine d'avant qu'on publiait sa photo plus une photo du making of. Là, en l'occurrence, c'est André qui a fait remarqué ça très justement. Il me disait, je pense pour cet exercice, il aurait été bien de mettre la photo HDR et la photo exposée à 0 pour qu'on puisse se faire une idée de l'apport du HDR, c'est-à-dire voir la photo sans l'HDR et la photo avec le HDR. En plus de ça, je pense que c'était intéressant, et vous l'avez fait, je vous en remercie, de mettre les 3 images qui ont permis d'obtenir le rendu final, c'est-à-dire la photo finalisée HDR, mais aussi les 3 photos qui ont été fusionnées pour obtenir le rendu HDR. Donc, si on recommençait, on va recommencer la semaine prochaine un nouvel exercice sur l'HDR en allant beaucoup plus loin. Pour le coup, il s'agira de mettre la photo finale, mais aussi d'ajouter les images qui ont permis d'obtenir cette fusion et de comprendre comment vous avez fait votre image. Alors, c'est pas la peine de remettre les exifs sur chaque image, il suffit juste d'indiquer quel est le réglage de départ et quelle est la correction en plus ou moins 2 ou plus ou moins 1 que vous avez effectué, de manière à ce qu'on sache comment ça a été organisé et puis le type de logiciel que vous avez utilisé pour monter. Donc on verra ça la semaine prochaine, mais effectivement, André avait tout à fait raison. C'est quand même bien de pouvoir avoir, dès lors qu'il s'agit d'un montage, d'avoir des différentes images qui ont permis de réaliser ce montage. Pour ce qui est de la prise de vue, je vous avais indiqué donc dans l'exercice la semaine dernière que ça pouvait être assez simple d'utiliser le bracketing et en plus du bracketing, de mettre l'appareil photo en position retardateur, de manière à ce que quand on appuie sur le déclencheur, l'appareil va attendre pendant 2 secondes ou 10 secondes, ça dépend si vous avez mis le retardateur sur 2 ou 10 secondes, des fois même on peut le programmer entre les deux. Mais une fois que le compte à rebours est terminé, il enchaîne ces 3 images du bracketing sans que vous ayez besoin de rappuyer sur le déclencheur. Alors c'est Elisabeth qui, elle, a utilisé la rafale. A priori, c'est pas déconnant non plus, c'est-à-dire qu'il suffit de laisser le doigt appuyé sur le déclencheur pour que l'appareil photo enquille les 3 images. Le souci avec ce genre d'approche, c'est que ça oblige aussi à appuyer une première fois sur le déclencheur au moment du déclenchement, et non pas avec un petit décalage comme quand on met le retardateur. Du coup, l'appareil n'a pas le temps de se stabiliser et potentiellement, on peut faire bouger l'appareil photo, on peut risquer de faire bouger l'appareil photo quand on appuie sur le déclencheur. Donc plutôt utiliser le retardateur, sauf si vraiment vous êtes sûr de votre trépied, vous êtes sûr de ne pas appuyer trop fort sur le déclencheur pour pas que ça bouge. Mais sinon, c'est plus sûr, pour éviter les flous de bouger, d'utiliser le retardateur 2 ou 10 secondes. Alors le but de l'exercice, c'était non pas d'utiliser les automatismes de l'appareil, c'est-à-dire la fonction HDR de l'appareil, mais bien de faire soi-même l'HDR, c'est-à-dire de faire plusieurs images bractées ou avec des écarts d'exposition bien précis, de manière à les monter. Bien sûr, certains appareils photo intègrent une fonction HDR, mais cette fonction, elle est entre guillemets limitée, c'est-à-dire que déjà vous n'allez pas avoir la main sur les écarts que vous allez pouvoir faire, vous n'allez pas forcément non plus avoir la possibilité de choisir le nombre d'images que vous allez pouvoir faire, et le montage, il sera fait par l'appareil photo, avec ses capacités techniques et ses capacités logicielles, sa puissance donc informatique et sa puissance logicielle, qui n'est pas la même et qui n'aura pas la même finesse que quand vous allez le faire dans un logiciel spécifique sur un vrai ordinateur. C'est le cas par exemple avec Corinna qui a fait une première image qui est très sympa, mais sur cette image, on aurait pu, avec un vrai HDR,
avoir plus de détails, notamment dans les parties sombres. Ici, on voit les ombres des taux de soleil là, qui sont quand même assez marqués. Et avec un vrai HDR, on peut aller beaucoup plus loin. Donc la fonction HDR de l'appareil photo, elle peut être intéressante pour ne pas se casser la tête, mais moi ce que j'aurais aimé, et ce que je veux pour la prochaine fois, c'est que vous utilisiez le bracketing, ou que vous fassiez plusieurs photos pour ensuite les monter, de manière à pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'amélioration et dans l'extension de la plage dynamique. Toujours dans la logique d'étendre la plage dynamique, je vous avais indiqué dans l'exercice de partir sur un écart de valeur de plus ou moins 2 stops, c'est-à-dire de faire 0, plus 2, moins 2. Pourquoi? Tout simplement parce que, en gros, la plage dynamique d'un capteur, elle est au moins de plus 2, moins 2, et dans cet écart-là, on arrive à pouvoir étendre suffisamment la plage. Si on va au-delà, on risque d'avoir un petit trou, ça risque de pas forcément se raccorder, comme si c'est un montage plutôt dans l'exposition, mais imaginez que ce soit un montage en panoramique où on assemble plusieurs images, il faut qu'elles se raccordent pour que le logiciel puisse faire le lien entre 2 images. Si l'écart est trop important, il va avoir du mal à s'y retrouver. Si l'écart est trop faible, on n'étendra pas suffisamment la plage dynamique. Alors c'est ce qui s'est passé notamment sur la photo de Julien, où il a fait un écart très raisonnable, non pas de plus 1 ou plus 2, mais de plus 0,7, moins 0,7. En gros, 2 tiers de diaph dans un sens, 2 tiers de diaph dans l'autre. 0, moins 2 tiers de diaph, plus 2 tiers de diaph. Je parle de diaph, ou de stop, ou d'IL, ou de V, donc d'indice de lumination ou d'exposure value, c'est la même chose. Diaph, c'est un abus de langage, puisqu'en l'occurrence, c'est la vitesse qu'on fait varier. Mais c'est une manière de parler, et je m'en excuse, mais quand je vous dis plus ou moins un diaph, c'est plus ou moins un stop. N'hésitez pas à me reprendre ou à poser la question dans les commentaires, que ce soit ici ou dans le groupe Facebook, si jamais ma langue fourche un petit peu et je reprends ce travers. Mais donc du coup, pour en revenir à la photo de Julien, en soi, elle est très bien, mais on aurait pu, en utilisant un écart de valeur, un bracketing un peu plus large, récupérer encore plus de détails, notamment dans le ciel ici, puisque là on a des nuages, et on voit ici qu'on pourrait encore avoir un peu plus de détails dans ces nuages, et dans l'ombre ici sous la voiture, on n'a pas tout le détail qu'on pourrait, souhaiter obtenir avec un HDR. Donc ne pas hésiter à faire un écart de plus ou moins 2 diaph, c'est plutôt pas mal. On reviendra sur le dosage des écarts la semaine prochaine, je vous en reparlerai tout à l'heure. Même remarque avec la photo de Christian qui a un paysage avec un ciel qui pourrait avoir plus de détails dans les nuages. On a des zones qui sont relativement claires au niveau des nuages, peut-être aussi dans l'eau en bas, là, tac, à ce niveau, dans les reflets de l'eau. Et en augmentant l'écart de bracketing, on aurait pu avoir beaucoup plus de détails dans ces zones claires. Peut-être aussi dans les zones sombres, mais là en l'occurrence c'est les zones claires qui m'intéressent. Alors ici, je dirais pas que c'est l'inverse, mais là pour le coup, Jean-Pierre, lui, il est allé au bout du truc. C'est-à-dire que là on a vraiment énormément de détails, on a beaucoup de détails dans les nuages, on en a beaucoup aussi dans le ciel, on en a beaucoup sur la pierre qui est devant, et ça donne presque un léger halo autour de tous les bâtiments qui sont sur fond de bleu du ciel. On voit un léger halo sombre autour. Alors tout ça, on va apprendre à le doser, on va apprendre à le travailler. Ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on va retravailler sur le sujet et je vous expliquerai comment précisément doser votre prise de vue de manière à avoir un écart de contraste qui couvre toute la plage dynamique. Alors là, celui-ci est très bien, il est presque trop parfait, on va dire. C'est plus sur des images où on pourrait aller plus loin, comme celle de Christian ou comme celle de Julien. Alors, en soi, elles sont très bien, les images. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit du mal des images de Julien ni de Christian. Mais on peut aller plus loin. Et le but du jeu, c'est de pousser la machine au maximum pour voir jusqu'où on peut aller. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire la semaine prochaine. Et dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment retoucher le truc pour qu'on revienne. Parce que le risque, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu surnaturel. Et comment on fait, au final, pour améliorer son HDR, pour avoir un rendu qui soit naturel. Donc la semaine prochaine, on va étendre encore la plage dynamique, et là, dans l'exercice d'après, on va apprendre à doser tout ça et à retoucher tout ça de manière à avoir quelque chose qui reste naturel.
Alors je ne reviens pas sur les réglages aujourd'hui puisque l'essentiel avait été fait. Si vous avez besoin de précision sur les réglages utilisés, je vous invite à suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous indique le lien comme d'habitude par ici, dans la petite bulle d'infos et dans la description de la vidéo, donc en dessous. Vous pouvez également vous procurer mes livres, que ce soit le Memento Photo sur les bases de la photo avec un réflexe, paru chez Erol. Là encore, je vous indique le lien par ici dans la description et dans la petite bulle de la vidéo qui est par là. Mes 2 livres donc sont disponibles sur mon site internet et, je vous en parlerai tout à l'heure, il n'est plus disponible en Prime, en tout cas mon livre Le Memento, celui d'Erol il est toujours, mais le Memento donc n'est plus disponible sur Amazon. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors Michel faisait très justement remarquer que l'HDR c'est quelque chose d'intéressant, c'est d'ailleurs pour ça que je vous pose un petit peu les bases et que je prends le temps de tout bien détailler, c'est intéressant sur plein de sujets. Alors oui, il y a le paysage, mais c'est intéressant aussi pour l'urbex, la photo donc de visite de bâtiments un petit peu anciens, un petit peu abandonnés. C'est intéressant aussi pour tout ce qui est photo déco. Moi, je l'utilise beaucoup pour les photos d'hôtels et pour les photos de maisons et d'appartements. C'est intéressant pour la photo de nuit, c'est intéressant pour plein de choses. Donc on va continuer à travailler sur cette technique de manière à ce que vous puissiez vraiment vous l'approprier et que par la suite on puisse réaliser d'autres exercices sur plein de sujets différents, paysages, pourquoi pas des portraits aussi. C'est vrai que je ne fais pas trop des portraits en HDR, mais sur certaines gueules où on veut vraiment de la matière, ça peut être assez amusant de travailler là-dessus. Voilà, donc après, une fois qu'on aura bien posé les bases de l'HDR, on pourra faire plein d'autres exercices qui vont être très rigolos. Donc la semaine prochaine, on va affiner l'HDR, je vais vous expliquer comment doser la prise de vue pour avoir une série d'images qui couvre bien toute la plage dynamique de la scène, comment faire pour que à la prise de vue, vous sachiez si oui ou non, vous êtes dans les clous et vous avez vraiment tout ce qu'il faut en matière pour pouvoir optimiser le résultat de votre image fusionnée. Si vous avez des sujets que vous aimeriez réaliser, ou des points techniques d'ailleurs que vous souhaiteriez que j'explique, notez-les tout de suite en commentaire de la vidéo. Je regrouperai vos propositions donc, dans le groupe Facebook pour qu'on puisse choisir ensemble les sujets et des prochaines vidéos. Donc j'aime bien faire un petit sondage pour qu'on puisse échanger sur ce qui vous intéresse et sur ce qu'on peut faire ensemble. Un peu d'actu maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais mon livre, le Memento Photo, n'est plus disponible sur Amazon. Il ne l'est plus depuis cet été, puisqu'on est en rupture de stock. Alors, vous allez me dire, c'est simple, il suffit de renvoyer un stock. Oui, sauf que quand un gros logisticien comme Amazon n'est pas foutu de réceptionner un stock de livres, et qu'il les perd, eh ben, il n'y a plus de bouquins. Donc le livre reste disponible, il est disponible sur mon site internet, d'ailleurs j'en ai profité, j'ai enlevé les frais de port, comme ça vous pouvez le commander sans frais de port directement sur mon site internet, c'est moi-même avec mes petites mains qui va vous l'envoyer. Alors tant pis, il n'y aura plus d'Amazon, ils se débrouilleront sans moi, je pense qu'ils n'auront aucun problème à se passer de mon bouquin sur leur immense plateforme. Je regrette juste une chose, c'est que quand on reçoit un stock et qu'on le perd, une erreur, ça peut arriver. La moindre des choses, c'est d'avoir la politesse et la correction de le reconnaître, chose qu'ils n'ont pas fait. Alors c'est vrai que chez Amazon, le client est roi. Par contre, les fournisseurs, ils en ont rien à péter. Et en l'occurrence, moi, je ne suis pas juste client, je suis aussi fournisseur puisque je vendais mes livres chez eux. Donc maintenant, vous pourrez toujours les trouver, mais plus chez Amazon, toujours sur mon site internet. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Le petit coup de gueule est passé, donc la semaine prochaine on va affiner l'HDR, je vais vous expliquer comment doser la prise de vue pour avoir une série d'images qui couvre bien toute la plage dynamique de la scène. Si vous avez des sujets que vous aimeriez réaliser ou des points techniques que vous souhaiteriez que j'explique, notez-les tout de suite en commentaire de la vidéo. Comme d'hab, je regroupe les propositions et ensuite je fais un vote dans le groupe Facebook pour qu'on puisse choisir ensemble les sujets des prochains exercices photos. On termine, comme d'habitude, avec le diaporama de vos photos postées dans le groupe Facebook. Bravo et merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt, bonne photo et je vous retrouve très vite dans le groupe Facebook pour échanger sur vos images. À très bientôt.